Pourquoi la France ? Parce que c'est vrai que la France a cette réputation d'être le pays des droits de l'homme. Je pense que c'est important quand la personne fait face à un refus de visa de consulter donc un professionnel, un avocat spécialisé dans cette matière. Et l'avocat pourra regarder le dossier pour voir est-ce qu'il y a des améliorations à faire, est-ce que la formation elle est reconnue, est-ce que l'étudiant il remplit les conditions pour obtenir ses visas. Et éventuellement, si l'avocat constate que le refus de visa a été illégal, qu'il y a donc de chances d'annuler cette décision du consulat, du ministre de l'Intérieur, dans ces cas-là, oui, ça vaut la peine de faire un recours. La décision du consulat est une décision administrative qui peut donc faire l'objet d'un recours. Ce recours est encadré par des délais. La personne elle a un délai de 30 jours. C'est le premier délai important pour saisir la commission de recours contre les refus de visa. Bienvenue à un nouvel épisode captivant de All Star Réussite, le podcast des étudiants en mobilité. Créé par Studeli, le but de notre podcast est d'explorer les parcours inspirants et histoires singulières d'anciens étudiants internationaux. All Star Réussite, c'est également une communauté d'entraide entre étudiants étrangers. Concrètement, il s'agit d'inviter des personnes expertes sur des thématiques identifiées pour prodiguer des conseils pratiques et des stratégies afin d'offrir les meilleures conditions de réussite aux étudiants en mobilité. Il peut y avoir 1000 explications à des difficultés de renouvellement d'un titre de séjour. Certaines sont dues au dysfonctionnement de l'administration, un manque de moyens, un manque d'envie, des problèmes techniques de la plateforme, mais aussi ça peut être lié au dossier de la personne. Est-ce que peut-être qu'elle a eu des difficultés, peut-être qu'elle n'a pas pu aller à tous ses cours pour X raisons. Mais parfois, ces genres de problèmes peuvent rendre plus difficile le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Notre invitée du jour représente l'espoir pour beaucoup d'étudiants étrangers en France. Ancienne étudiante d'origine brésilienne, elle est aujourd'hui avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit des étrangers. Elle a fondé le cabinet Fazolo Avocat. Passionnée par son travail, elle se dédie au quotidien à faciliter la mobilité et l'installation en France de ses clients, qui sont pour la plupart des étudiants étrangers. Dans cet échange enrichissant, nous plongerons au cœur de deux thématiques cruciales et souvent intimidantes pour les étudiants. D'une part, les démarches à entreprendre après un refus de visa étudiant et d'autre part, les stratégies à adopter face aux défis de renouvellement de titre de séjour étudiant. Préparez-vous à un voyage riche en informations précieuses, conseils pratiques et stratégies de réussite. Un voyage de découverte et d'apprentissage qui commence dès maintenant. Bienvenue à bord à tous. Bonjour Indiara. Bonjour. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Voilà, avant de te laisser te présenter, on a l'habitude de commencer par une question. Parlons peu, parlons vrai. Et le but de la question, c'est de donner ton avis sans tabou, en toute intimité, en toute transparence. Alors la question est la suivante. Pour un étudiant plein de rêves, plein d'ambitions et qui souhaite poursuivre ses études en France et qui, lors de sa demande de visa, ayant fourni toute la documentation qu'il faut, se voit attribuer un refus de visa. Alors la question est de savoir, face à une telle situation, est-ce que ça sert véritablement à quelque chose d'initier une procédure de recours de visa ? Ça dépend. Ça dépend du dossier. Je pense que c'est important quand la personne fait face à un refus de visa de consulter donc un professionnel, un avocat spécialisé dans cette matière, et l'avocat pourra regarder le dossier pour voir est-ce qu'il y a des améliorations à faire, est-ce que la formation elle est reconnue, est-ce que l'étudiant il remplit les conditions pour obtenir ses visas, et éventuellement si le refus de visa s'avère l'avocat constate que le refus de visa a été illégal, qu'il y a donc de chances d'annuler cette décision du consulat, du ministre de l'Intérieur, dans ces cas-là, oui, ça vaut la peine de faire un recours. D'accord. Donc, au moins, ça sert à quelque chose, du coup. Tout n'est pas perdu. Ça, c'est bien de le savoir d'entrée de jeu. Alors, pour poursuivre dans cet épisode, je vais donc te laisser te présenter toi-même. Je suis donc Indiara Fazolo, je suis avocate au barreau de Paris. J'interviens exclusivement en droit des étrangers. Donc, tout ce qui concerne l'immigration en France, le droit de la nationalité, le droit au séjour, régularisation, autorisation de travail, demande de visa. Je suis d'origine brésilienne. J'ai fait mes études de droit au Brésil. J'ai commencé à travailler au Brésil et quand j'avais déjà presque 30 ans, j'ai décidé de me reconvertir et j'avais déjà fait un master en droits fondamentaux, donc j'étais déjà attachée à la défense des droits des personnes. Ouais. Mais c'était vraiment en travaillant au Brésil que j'ai décidé donc de venir en France, d'étudier les droits de l'homme et de me reconvertir. Mais pourquoi la France ?
Pourquoi la France? Parce que c'est vrai que la France a cette réputation d'être le pays des droits de l'homme. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au Brésil aussi, notre droit civil, notre droit public est beaucoup inspiré. Il y en a beaucoup du droit français. Donc on voyait la déclaration de droits de l'homme et du citoyen comme un modèle. Et c'est vrai que la France était ces berceaux des défenses des droits et libertés fondamentales. Donc c'est pour ça la France. Après, je parlais déjà un peu français, donc je me suis mise à améliorer mon niveau de langue. Et c'est vrai que je voyais la France comme une référence en droits de l'homme. Et c'était en quelle année tu arrives en France? Je suis arrivée fin 2015. Ah. Donc j'ai fait d'abord un master. Enfin, d'abord c'était un diplôme en DSU, c'est un diplôme supérieur d'université qui prépare donc au master. J'avais déjà un master 2 au Brésil, mais j'ai voulu reprendre un peu enfin pas de zéro, mais en tout cas de reprendre les bases. Donc j'ai fait ces DU qui est orienté exclusivement aux étudiants étrangers et qui donne les bases du droit français et de la méthode d'études française qui est assez particulière surtout en droit. Donc, les étudiants en droit vont me comprendre, les plans de parties, de sous-parties, introduction longue, pas de conclusion, etc. Tout ça, on ne le sait pas forcément. Et donc, ce diplôme m'a entraînée, m'a préparée pour entrer en Master 2. Donc ensuite, en 2017, j'ai fait un Master 2 à Nanterre en droit de l'homme. D'accord. À Nanterre, à l'université? À l'université Paris-Nanterre, oui. D'accord. Et c'est en Master 2 que j'ai découvert les droits des étrangers. C'était une matière que je connaissais absolument pas. Ah d'accord, ouais, ça se voit que tu parles avec beaucoup de passion. Ouais. Donc du coup, pourquoi devenir avocate? Je vois parfois dans mon entourage, lorsqu'une personne me dit je veux devenir avocate lorsqu'on était tout petit, parfois l'envie était motivée par, soit par les parents parce que l'un des parents est avocat, ou bien parce qu'on se disait à l'époque, ok, le métier d'avocat, ça paye bien. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à la base de devenir avocat? Alors c'est vrai, mon père, il est avocat, il était avocat, mais j'ai pas du tout été influencée, je pense, en tout cas pas consciemment par lui, parce qu'il est décédé, j'avais 5 ans, on n'a pas trop, je l'ai pas beaucoup rencontré, donc j'ai cet héritage familial, mais qui m'a, à mon avis, m'a pas trop influencée. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup de mal à accepter les injustices sans rien faire. Et je pense que c'est un peu lié à ça, à une envie de faire quelque chose quand je pense que je suis face à une situation qui n'est pas juste. D'accord. Et droit des étrangers, c'est comme spécialisation, il faut bien le faire. Ouais. Pourquoi te spécialiser en droit des étrangers du coup? C'est vrai, tu as déjà eu, à cette époque, quand tu fais tes études, tu es une étudiante étrangère, tu viens du Brésil, tu arrives en France pour suivre tes études, tu découvres la spécialisation en droit des étrangers lorsque tu fais ton Master 2, mais globalement, à la fin de tes études, directement, tu décides de te spécialiser en droit des étrangers. Pourquoi cette spécialisation du coup? Oui, alors au départ, c'était un hasard. Hein. J'ai lié pas mon choix pour le droit des étrangers à mon expérience personnelle. C'est vrai, je suis brésilienne, mais j'ai également la nationalité italienne. Donc, je n'ai pas l'impression comme beaucoup d'étudiants, avoir vécu ces difficultés administratives. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression, c'est qu'effectivement, je n'ai pas eu un certain nombre de difficultés que les étudiants hors Union européenne ont quand ils viennent faire leurs études en France. Donc j'ai pas été forcément motivée par mon expérience personnelle, et au départ c'était quand même presque un hasard parce que je découvre la matière du droit des étrangers, elle me semble très technique, même très difficile, et j'ai une camarade de master qui m'invite, qui me propose de venir faire une permanence avec elle à La Chapelle, c'était une permanence interassociative. Il y avait plusieurs associations, les GISTI, la CIMA, des associations connues pour la défense des droits des étrangers, et qui était une permanence dédiée aux personnes dublinées, donc des demandeurs d'asile qui faisaient l'objet d'une procédure Dublin, enfin qui étaient placés en procédure Dublin. C'est assez particulier. Et c'est là où j'ai découvert un peu le terrain. Donc je connaissais un peu la théorie parce que j'avais fait mon master, donc la matière pendant mon master. Mais là, j'ai découvert le terrain de la rencontre avec les personnes, des différents parcours, des différentes cultures. Et ça m'a passionnée. Et c'est vrai que quand j'ai décidé donc de commencer à travailler en France, ça me paraissait une évidence que ce serait un droit des étrangers. Ah ouais.
Ouais, ça se comprend tout à fait. Et quand on parle de droit d'étranger, j'imagine, du coup, tu as fondé le cabinet Fazolo Avocat. En quelle année tu fondes ton cabinet? Alors, quand j'ai fini mon master, donc, j'ai commencé à travailler en tant que juriste dans une association en droit des étrangers. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans et depuis 2 ans, enfin là il va faire 2 ans, j'ai fondé mon cabinet, presque 2 ans, que j'ai créé mon cabinet exclusivement dédié au droit des étrangers. D'accord. Et dans ton cabinet, aujourd'hui tu accompagnes également des étudiants étrangers. Ouais. Dans quel domaine plus spécifiquement tu accompagnes ces étudiants étrangers? J'imagine, globalement, moi je vois sur 2 sujets quasi importants. Le recours visa en cas de refus du visa d'une demande qui a été initiée dans son pays d'origine et on se voit attribuer un refus par le consulat de France de son pays et notamment également une fois arrivé en France, le renouvellement de son titre de séjour. Est-ce que tu accompagnes des étudiants sur ces 2 problématiques? Oui, ça se concentre beaucoup sur ces 2 thématiques-là. Donc, soit un étudiant qui veut venir en France, il me consulte pour savoir en amont comment préparer son dossier, quoi faire, où prendre rendez-vous, etc. Soit la personne, elle a déjà fait face à un refus et auquel cas, elle me consulte pour savoir est-ce que ça vaut la peine de faire un recours, dans quelle modalité. Donc, en recours hiérarchique ou à la commission qui a un recours obligatoire avant d'entamer le recours devant le tribunal. Donc ça pour la personne qui veut venir en France, qui n'y est pas encore. Et puis ensuite, pour les étudiants qui sont et qui veulent renouveler leur titre de séjour, qui n'arrivent pas à le déposer via la plateforme ANEF, qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous, qui font face à des blocages ou des décisions de refus. Et à ce moment-là, s'ils ont une décision de refus, dans la plupart des cas, c'est une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire. Et donc, pour directement saisir le tribunal administratif pour contester cette décision. Ouais, c'est vraiment chouette de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles nous t'avons convié aujourd'hui à ce podcast pour éclaircir et donner le maximum d'informations possibles à ces étudiants qui nous écoutent pour savoir comment s'y prendre lorsqu'ils feront face à l'une de ces situations-là bien précises. Alors, commençons par le premier point, le recours visa. Voilà, déjà, en cas de refus d'un visa, l'étudiant ou bien le demandeur, mais vu qu'on parle d'étudiant, on va dire l'étudiant a le droit de pouvoir initier un recours s'il estime que le refus n'est pas justifié ou bien s'il estime que la documentation qu'il avait fournie lors de sa demande de visa lui donnait le droit d'obtenir son visa. Est-ce qu'il a le droit d'initier un recours de visa? Oui, alors comme toute la décision du consulat est une décision administrative qui peut donc faire l'objet d'un recours. Ce recours est encadré par des délais. La personne elle a un délai de 30 jours. C'est le premier délai important pour saisir la commission de refus de visa, la commission de recours contre les refus de visa. Aucun recours, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat pour aucun de ces recours que je vais vous exposer. Mais c'est vrai que parfois ça peut être utile, mais en tout cas il y a ces premiers délais de 30 jours pour que le recours arrive devant la commission par courrier recommandé. Donc vous recevez la décision du consulat, il y aura plusieurs cases et donc il y en a une, il y a marqué une croix et D'accord. Ça c'est le motif pour lequel le refus. L'étudiant il reçoit un refus de visa, il a 30 jours pour initier son recours. Le premier délai, c'est un délai de 30 jours obligatoire. Donc, passer 30 jours, un recours à la commission. Passer 30 jours, l'étudiant ne peut plus initier une procédure de recours. Non. OK. Avant d'aller en profondeur et de creuser au niveau des étapes et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsque on prend la décision d'initier un recours, déjà, c'est quoi un recours concrètement? Le recours, c'est un courrier, c'est une lettre, en tout cas c'est un argumentaire avec un exposé des faits, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la décision à laquelle j'ai fait face, pourquoi cette décision, à mon sens, elle n'est pas légale et qu'est-ce que je demande. Donc ça, ces étapes-là, il faut quand même faire attention. Si vous contestez une décision, il faut quand même demander son annulation, il faut demander que les visas soient délivrés. Ça ne sert à rien juste de raconter votre histoire sans rien demander à la fin. Donc par le recours, on porte à une autre autorité votre argumentaire, votre dossier pour que cette autre autorité examine la situation qui a été porté au consulat ou en tout cas à la première autorité, en l'occurrence c'est le consulat, le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et donc pour qu'un autre regard soit porté au dossier. D'accord. Là, allons plus concrètement. Voilà, prenons un cas pratique.
chez Studeli, notre mission, c'est d'offrir les meilleures conditions de réussite aux étudiants en mobilité. Et lorsqu'on parle d'offrir les meilleures conditions de réussite, la première chose, c'est déjà que l'étudiant puisse avoir son visa étudiant. Donc ça, c'est le précieux sésame. Voilà, pour poursuivre ses études en France, la première étape, c'est d'avoir son visa étudiant. Alors, l'étudiant, il constitue son dossier. Il apporte tous les éléments exigés par l'ambassade, donc c'est-à-dire il a obtenu une admission, il justifie du fait qu'il a obtenu une admission dans une école. Par la suite, il justifie des ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins. Une fois en France, il justifie d'un logement, il justifie d'une assurance lorsque c'est obligatoire, parce qu'après ça dépend des pays, et il justifie d'un certain ensemble de choses. Voilà, il initie sa demande de visa et il se voit refuser le visa. Pourtant, fondamentalement, son dossier était super intéressant, son dossier était super crédible et il venait effectivement en France pour poursuivre ses études. Et lorsque l'ambassade parfois initie un refus de visa, je crois que c'est un motif de refus de visa qui peut être attribué à l'étudiant, dont l'incapacité de justifier de ses revenus et parfois le motif 4 où on va dire à l'étudiant il n'a pas été en mesure de justifier qu'il va vraiment en France pour poursuivre ses études. Alors, si il est vrai qu'il est possible d'initier un recours visa lorsqu'on est sûr de la solidité de son dossier et qu'à la suite de ce recours, par exemple, l'étudiant se voit octroyer par la suite un visa, la question est fondamentalement de savoir ce sur quoi se base du coup parfois le consulat pour donner un refus de visa et que par la suite, à la suite d'un recours, on se voit attribuer un nouveau visa. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions du consulat, jusqu'en 2016, les décisions de refus de visa, on n'avait pas une obligation de les motiver. D'accord. Donc c'est quand même assez récent qu'on ait un motif... que l'administration présente en motif les motifs pour lesquels elle a refusé le visa. Donc déjà, c'est vrai que ce sont des motifs souvent très sains, on ne comprend pas forcément. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas, à mon sens, ce qu'on observe dans les dossiers, elles n'ont parfois pas un vrai rapport avec le dossier. C'est vraiment, on a l'impression parfois que bon, ils ont choisi ils ont coché. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi dans ce dossier-là, c'était ce motif-là qui a été évoqué, donc le risque de détournement du visa ou les conditions, l'objet du séjour ne sont pas fiables, sont incomplètes. On n'arrive pas toujours à retrouver dans le dossier la raison pour laquelle cette raison-là en particulier qui a été soulevée par le consulat. Mais ce qui est important de savoir, c'est que donc, dans ce premier recours à la commission dans un délai de 30 jours, la personne, elle peut compléter, elle peut rajouter tout élément. En fait, elle n'est pas obligée de rester sur son premier dossier, sur les éléments qu'elle a présentés pour instruire sa demande, pour déposer sa demande de visa. Donc là, c'est vrai qu'il faut regarder dans la globalité et même... Une fois qu'on fait un recours au consulat, donc à la commission, ils auront un délai de 2 mois pour répondre ou pas à la décision. Et s'ils ne répondent pas dans un délai de 2 mois, on considère qu'il y a eu un rejet implicite. Il faut donc saisir le tribunal administratif de Nantes si on veut continuer dans le recours, dans cette procédure. Et en fait, devant le tribunal, l'administration peut soulever un autre motif qui n'est pas celui qui, à la base, a été utilisé par le consulat. Donc, je pense qu'il beaucoup plus que de s'attacher au motif en particulier qui a été soulevé par l'administration, il faut regarder le dossier dans sa globalité et voir qu'est-ce qui peut être renforcé. Est-ce que l'attestation de virement est irrévocable? Est-ce qu'elle a fait sur 615 €? Mais est-ce que la personne, si elle a des moyens, autant en faire plus? Ça peut aider. Est-ce que son école est une école véritablement reconnue? Est-ce que son diplôme, le cours qu'elle va suivre, c'est un cours en distanciel, peut-être? Donc, il faut essayer de trouver dans quelles conditions elle va être logée. Parfois, c'est des attestations d'hébergement qui sont peut-être mal prises. Enfin, il n'y a pas un critère objectif. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement, pour dire qu'est-ce qui fait qu'un dossier, il est imbattable, il va passer. Et il y a aussi une envie
une envie des autorités, parfois, de limiter ces flux migratoires. Donc ça, on ne pourra jamais faire face à ça. En tout cas, on ne peut pas tout prévoir. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le dossier de la meilleure façon possible, et ensuite, s'il y a un rejet, de le regarder dans sa globalité, sans s'attacher forcément à ce motif-là, à cette raison-là, parce que l'administration pourra toujours nous sortir un nouveau motif. Ouais. Mais idéalement, c'est de se dire, mon rêve, c'est d'aller poursuivre mes études en France, parce que derrière, il y a toute une histoire, derrière, il y a toute une envie, derrière, il y a des ambitions. Et je pense que tous les éléments que j'ai fournis sont crédibles et que j'avais le droit d'avoir ce visa. Donc, du coup, je vais initier un recours auprès de la commission. Alors, c'est quoi les grandes étapes pour cet étudiant qui va décider, par exemple, de se dire, OK, je crois en mon dossier et je pense initier un recours auprès de la commission? Je pense, dès qu'il y a le rejet, donc dès que vous avez signé au consulat la décision, parce que c'est vous qui signez dans la notification, hein, c'est ça qui fait foi de la date du délai à partir duquel vous pouvez faire votre recours, donc quand est-ce que le délai commence à courir, vous signez, vous consultez un avocat. Vous prenez un rendez-vous par visio, il y en a plein qui proposent, et vous allez envoyer vos pièces, et l'avocat va vous dire, voilà, ça mérite amélioration, ça c'est très bien, ça on peut compléter. Et en fait, il faut prendre le recours à la commission vraiment comme une deuxième chance pour renforcer votre dossier présenté au consulat. Donc ça, il y a 30 jours. Si vous voulez faire le recours gracieux, vous pouvez. Vous envoyez une copie de ce même dossier, vous envoyez à la commission et vous envoyez au consulat à nouveau en recours gracieux. Mais il ne faut pas oublier le recours à la commission, parce que c'est le recours qui est obligatoire. C'est un recours administratif préalable obligatoire. Et c'est donc sur la base de ce recours à la commission, très souvent, on n'a pas de réponse, ou bien la commission suit l'avis du consulat. Ouais. Au bout de 2 mois de réception de votre recours par la commission, soit vous aurez une décision explicite qui refuse ou qui va donc dire au consulat qui émet un avis favorable pour que le consulat vous délivre les visas. Ça, c'est la réponse explicite positive. Soit une réponse explicite négative qui dit « je maintiens la décision du consulat pour telle et telle raison ». Soit une décision implicite, donc si au bout de 2 mois vous n'avez pas de réponse, c'est un rejet implicite. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il faut faire un recours au tribunal administratif. Le seul tribunal administratif compétent, c'est le tribunal administratif de Nantes. L'avocat n'est toujours pas obligatoire, mais c'est pour le recours surtout devant le tribunal fortement conseillé, parce que ça reste une procédure technique. Ensuite, le tribunal va y statuer dans un délai, ce qu'il faut aussi avoir en tête, de 6 mois, parfois plus. Donc, à voir si c'est intéressant et si c'est toujours utile pour vos études qui devraient commencer en telle date. Est-ce que vous pouvez reporter la rentrée? Est-ce que vous pouvez reporter votre dossier devant l'université? Et éventuellement, ce que je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que s'il y a une urgence, si l'avocat vous dit non, mais votre dossier, il est solide, il y a un doute sérieux, on peut justifier d'un doute sérieux comme quoi la décision du consulat est illégale. Et si à la fois il y a une urgence, une rentrée, des examens à passer, etc., à ce moment-là, vous pouvez faire aussi un recours, un référé devant le tribunal administratif pour essayer d'avoir une réponse plus rapide. Mais dans tous les cas, il faut d'abord faire le recours à la commission. Ça, c'est un recours par courrier recommandé. Donc, vous faites votre courrier, vous le déposez, vous l'envoyez par la poste. Il faut juste s'y prendre en avance parce que le délai, la date qui compte, c'est la date où le recours arrive à la commission, pas la date à laquelle vous l'avez envoyé. Ah ouais. Donc, il faut vraiment envoyer en avance, prendre vos précautions pour que tout arrive dans le délai. Ouais, et je pense qu'un élément fondamental, c'est de se faire accompagner par un professionnel, donc c'est-à-dire par un avocat, et pourquoi pas spécialisé en droit des étrangers. Mais dis-moi, Indira, concrètement, est-ce que tu as déjà accompagné des étudiants qui ont eu des refus et qui ont décidé d'initier un recours? Et si oui, comment ces dossiers se sont soldés par la suite? Oui, plein. Alors, le dernier que j'ai en tête, c'était une jeune fille qui venait faire ses études de pharmacie. Elle était de quelle origine? Camerounaise, il me semble. Ah, camerounaise. Oui, camerounaise. D'accord. Qui avait eu donc un refus de visa, mais elle était déjà en Belgique. D'accord. Donc, c'était le consulat, mais ça revient au même. Elle voulait venir en France, elle était à la fin de son titre de séjour en Belgique.
Et elle a donc venu me voir, il y avait eu un rejet. C'est surtout ce qu'il soupçonnait, c'est qu'elle manquait de sérieux dans ses études, parce que c'est vrai qu'elle avait fait des réorientations, il y avait des années où elle n'avait pas validé, déjà en Belgique, et donc elle ne comprenait pas pourquoi, donc en France, elle allait venir encore faire un autre diplôme, donc ça, il mettait en doute son dossier. Donc on a justifié pourquoi dans certains mois elle avait eu une performance moins bien, elle avait perdu son père pendant cette période, elle était tombée malade, donc il y avait des explications en fait à sa performance qui, c'est vrai, pendant certains trimestres n'avait pas été au top, mais on a réussi à expliquer, et finalement devant le tribunal, alors on n'a pas eu la décision en référé. On n'a pas réussi à justifier de l'urgence devant le tribunal, du doute sérieux, pardon. Et ensuite, mais dans le recours au fond, donc au bout de 6-7 mois, elle a eu une décision favorable par le tribunal, et puis elle a eu son visa. Ah ouais. Ça peut marcher. Ah ouais. Oui. Tous les dossiers ne marchent pas. Hein. mais si c'est votre projet, il faut le savoir. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ou pas de cette tentative, de ce projet? D'accord, ok. Au vu de ton expérience, quel conseil donnerais-tu aux étudiants? Je crois en mon dossier, je pense qu'il est solide et j'y crois à fond. Et mon ambition, c'est vraiment de venir poursuivre mes études en France, parce que derrière, il y a plein de rêves qui les suivent. Quel conseil donnerais-tu à ces étudiants? C'est véritablement, s'ils y croient, d'initier un recours, ou bien c'est de laisser tomber? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend du dossier. Je pense qu'il ne faut pas aveuglement dire je vais tout faire, je vais dépenser de l'argent, je vais perdre des mois et des mois à attendre une décision, si vous avez un dossier qui est parfois pas spécialement le plus solide. Donc je pense que ça dépend vraiment de votre dossier. Je pense qu'il faut être pragmatique. Est-ce que ce dossier-là, il a des chances d'aboutir? Est-ce qu'il n'en a pas? Peut-être qu'il y a d'autres opportunités aussi ailleurs. Peut-être que non. Peut-être que ce dossier-là, il peut avoir une suite favorable. Donc je pense, encore une fois, que plutôt que de se renseigner, je pense qu'il faut faire attention de ne pas... vraiment de confier à un professionnel, ou plusieurs, mais un professionnel spécialisé, à un avocat. Parce que c'est vrai que parfois on lit, moi j'ai beaucoup, mais c'est que j'ai lu sur les forums, ou j'ai lu sur Internet que c'est ci, que c'est là. Je pense que c'est ça, parce que ce sont souvent de retours d'expérience, mais qui ne s'appliquent pas forcément à votre cas. Donc je pense que le conseil que je peux donner, c'est si vous avez une difficulté, un doute ou une décision négative, c'est de consulter un avocat. Je ne dis pas de me consulter moi. Il y en a plein en France, vous pouvez le consulter en ligne. Il y a le site du CNB, un vrai avocat. Parce que parfois, il y a des clients aussi qui ont des avocats qui ne sont pas vraiment inscrits à un ordre des avocats. Donc de consulter un avocat qui travaille, qui connaît bien ce domaine, et ces professionnels-là pourra vous dire quelles sont vos chances en fait. Okay. Et après, ce sera à vous de décider si vous voulez tenter ces chances ou pas. Par la suite, un autre sujet qui nous intéresse également aujourd'hui, c'est la difficulté pour les étudiants étrangers, une fois arrivés en France, de pouvoir procéder facilement au renouvellement de leur titre de séjour. Alors, on aimerait bien savoir quelles sont les raisons fondamentales qui justifient cette difficulté pour ces étudiants étrangers à pouvoir renouveler leur titre de séjour. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc, déjà, vous savez, pour les titres de séjour étudiants, maintenant, toutes les demandes ont été dématérialisées. Donc, c'est la fameuse plateforme ANEF. Tous les étudiants en France le connaissent parce que c'est la seule plateforme, c'est le seul endroit où on peut déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Donc, déjà, cette plateforme, elle est pas toujours opérationnelle, donc parfois elle ne marche pas. Donc déjà, il y a un premier obstacle, c'est un obstacle matériel du logiciel. Et après, il peut y avoir aussi des difficultés du dossier de la personne. Est-ce que cette personne, elle a validé son année? Est-ce que cette personne, elle a déposé sa demande dans les délais? Est-ce que cette personne, elle continue toujours à justifier de ressources? Est-ce que l'année prochaine, cette personne, elle a justifié d'une inscription qui est cohérente avec les études qu'elle a fait l'année d'avant? Donc, il peut y avoir 1000 explications à des difficultés de renouvellement d'un titre de séjour. Certaines sont dues au dysfonctionnement de l'administration, un manque de moyens, un manque d'envie, des problèmes
techniques de la plateforme, mais aussi ça peut être lié au dossier de la personne. Est-ce que peut-être qu'elle a eu des difficultés, peut-être qu'elle n'a pas pu aller à tous ses cours pour X raisons, hein. Mais parfois, ces genres de problèmes peuvent rendre plus difficile le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Récemment, j'ai eu une étudiante qui m'a fait part du fait qu'elle a initié une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle s'y est prise 3 mois à l'avance. Voilà. Elle a fait depuis le site ANEF, qui fonctionnait super bien. Et elle a fourni tous les documents demandés. Donc, c'est-à-dire globalement une attestation de scolarité, une attestation d'assiduité également, voilà, qui prouve qu'elle a pris part à tous les cours. Elle a justifié de ses revenus de minimum 615 €. Elle a fourni toute la documentation demandée par sa préfecture. Voilà. Et elle a fait 3 mois à l'avance. 3 mois par la suite, aucune réponse de la préfecture. Et ce qui était dramatique pour cette étudiante, c'est le fait qu'elle avait obtenu une alternance auprès d'une banque en France, que je vais éviter de citer le nom. Et la banque, par la suite, revient vers elle pour le faire savoir, vu que son titre de séjour, donc c'est-à-dire son visa qui valait titre de séjour, est arrivé à expiration avant le début de son alternance. Tant qu'elle n'a pas justifié d'un nouveau titre de séjour, elle va perdre son alternance. C'était totalement dramatique pour cette étudiante qui, par la suite, étant déjà étrangère et ayant fait la procédure comme il le fallait, se retrouve sans réponse de la part de la préfecture et dessus quoi, sans alternance, et sachant que l'alternance est quelque chose de très compliqué à obtenir parfois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut bien dire face à une telle situation et comment s'y prendre? Alors là, je pense que c'est typiquement une situation où il faut voir un avocat. Si la personne, donc pour rappel, hein, un étudiant doit déposer sa demande de renouvellement entre 4 et 2 mois avant l'expiration. Ce n'est que dans ces cas-là où l'administration est obligée, lorsque la personne dépose sa demande dans les délais, donc entre 4 et 2 mois, que l'administration est obligée de lui accorder une attestation de prolongation de l'instruction à l'expiration de son titre de séjour. Et aussi, pas avant l'expiration de son titre de séjour, mais à l'expiration de son titre de séjour. Donc aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas trop agir tant que le titre de séjour de la personne n'a pas expiré. Donc ensuite, il y a une liste de pièces spécifiques à déposer qui sont prévues par l'annexe 10 du CESEDA, et il y a des conditions à remplir. Donc le renouvellement de titre de séjour étudiant suit des conditions comme tout autre titre de séjour. Ensuite, si l'administration n'a pas répondu, donc la personne, elle a consulté un avocat, l'avocat a regardé, elle a déposé sa demande dans le délai. Son dossier est complet. Son dossier a de fortes chances de succès parce qu'elle avait validé l'année d'avant, elle est dans la suite de ses études, donc elle avait fait un Master 1, là elle est en Master 2. Il n'y a pas de raison à ce que ce soit refusé. Dans ces cas-là, si avec un courrier de l'entreprise qui dit « Si je n'ai rien d'ici les 18 février, madame, je vais être contraint de ne pas vous prendre et de peut-être embaucher quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas embaucher quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler en France. » Et ça, l'entreprise, c'est vrai, elle est dans son droit et même dans son devoir parce qu'elle ne peut pas embaucher quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler. Vous savez, c'est une infraction pénale. Donc, cette personne, s'il y a une urgence qui est avérée et qu'elle a un dossier solide qui a été présenté à la préfecture, là, clairement, c'est des situations qui méritent un contentieux. Toutes les situations ne méritent pas de contentieux, mais parfois, si on est à 2 jours près d'une perte d'emploi, si on vient d'avoir un contrat suspendu, on a perdu nos revenus et l'employeur derrière, il menace de rompre carrément le contrat de travail, bah, là, c'est des cas où on doit saisir le tribunal administratif en urgence. Après, à l'avocat de décider quel type d'urgence, soit un référé liberté où la réponse est beaucoup plus rapide, mais les conditions sont plus strictes, soit un référé suspension où il faut justifier aussi d'une urgence, mais parfois les conditions sont un peu plus souples, soit un référé mesure utile quand il n'y a pas de décision, il y a juste un délai anormal dans le traitement du dossier. Bon, ça, c'est typiquement une situation qui mérite le regard d'un avocat et qui mérite d'être portée devant le contentieux, devant le juge. Mais qu'est-ce qui justifie parfois ce retard? Parce qu'au-delà, en soi, de la procédure, moi, ce qui me choque,
fondamentalement, c'est le stress ou bien le petit traumatisme pour ces étudiants qui après se retrouvent en panique, se retrouvent parfois en situation irrégulière. Il faut faire preuve de pragmatisme en fait. L'administration française est débordée. Il n'y a pas une envie, une énorme volonté de mettre les moyens sur ce service-là, les services des étrangers. Donc ça, il faut le savoir. Donc il faut essayez de ne pas prendre personnellement. C'est pas votre dossier, c'est pas parce que on vous aime pas. C'est vraiment un dysfonctionnement général. Ouais. Je pense que déjà il ne faut pas prendre personnellement et il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler ma situation? Je vais demander en courrier de mon employeur, ça va me permettre de relancer la préfecture. J'ai un bug à Nef, je vais prendre un rendez-vous au kiosque parce qu'il y a une procédure à suivre avant de demander à la préfecture éventuellement un rendez-vous physique. Donc pourquoi? Est-ce que c'est normal que l'administration prenne autant de temps ou qu'elle ne réponde pas ou que la plateforme ne marche pas? Non, c'est pas normal, mais c'est courant. Et à partir du moment où c'est courant, là, il faut faire preuve de pragmatisme et il faut essayer de rattraper. Et c'est vrai, tant qu'on est étranger, on va dépendre de l'administration pour qu'on puisse renouveler notre titre de séjour. Et à ce moment-là, il va falloir s'adapter. Donc malheureusement, est-ce que c'est juste? Non. Ouais. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Donc, si vous voulez mener à bien vos projets, il va falloir s'adapter et faire face à ces aléas de l'administration. Est-ce que tu as des stratégies à recommander ou bien comment parfois s'y prendre pour éviter ces problématiques au grand maximum? Alors, c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai envie de dire on ne pourra jamais éviter à 100%. Ça reste l'administration française, ça reste l'administration tout court. C'est les services publics plus ou moins bien équipés. Donc, on ne peut pas être sûr que tout va bien se passer. D'accord ? Une fois qu'on a ça en tête et qu'on va donc se soulager, enlever ce poids de ses épaules pour dire c'est contre mon dossier, etc., de ne pas le prendre personnellement. À ce moment-là, le conseil que j'ai, c'est déjà de déposer dans les délais et de déposer un dossier complet. Parfois, les personnes me disent « mais j'ai tout déposé » et je regarde, non, le dossier n'est pas complet. Donc, c'est pas sur le forum, c'est pas sur le copain, c'est pas la copine qui doit dire quelles sont les pièces à joindre au dossier. C'est la loi qui le dit. Ouais. Et si jamais, parfois, je reçois aussi, c'est une erreur des étudiants de venir me voir, mais je n'ai pas déposé dans les délais parce que je n'avais pas l'attestation de réussite de mon université. Ouais, ça, c'est fondamentalement, ça se fait beaucoup par les étudiants. Mais dans ces cas-là, vous mettez... Soit vous avez finalisé votre année, vous attendez juste l'attestation de réussite. À ce moment-là, il faut joindre les relevés de notes, parce que dans votre relevé de notes, il va bien être indiqué que vous avez validé toutes les matières. Et vous dites à l'administration, je suis dans l'attente de mon attestation de réussite. Soit vous n'avez pas l'attestation de réussite parce que vous avez encore un examen à passer, vous avez encore votre mémoire à soutenir. Dans ces cas-là, il faut tout de même demander un renouvellement pour que vous puissiez finaliser votre année. Ouais. Donc, dans tous les cas, il faut la déposer dans les délais parce que c'est vrai que le timing n'est pas toujours le même entre le titre de séjour et l'année universitaire, l'année scolaire. Mais il vous appartient, la loi ne fait pas des dérogations à ces cas-là de délai, donc il vous appartient tout de même de le déposer dans les délais avec les documents que vous avez, soit pour demander une prolongation de votre titre en attendant que vous puissiez finir votre année, soit si vous l'avez déjà fini votre année, il vous manque juste le document que le prouve, en essayant de présenter un maximum de documents qui justifient que vous avez réussi votre année et qu'ensuite vous allez produire dans les meilleurs délais. Mais il ne faut pas sauter, il ne faut pas laisser passer le délai sans déposer sa demande entre les 4 mois avant l'expiration. Ça, c'est vraiment hyper important. Et lorsqu'on est en difficulté, je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à faire appel. Pourquoi pas un avocat qui va une association. Voilà, ou à une association. Les gens disent mais je peux pas payer un avocat. Ouais. C'est pas grave, mais consulter peut-être une association, mais une association sérieuse. Moi, je pense qu'il faut éviter de consulter les entreprises qui prêtent de services juridiques et qui n'ont pas forcément une déontologie derrière, parce que c'est vrai qu'avec un avocat, vous avez un gage il y a un certain nombre nous on a un certain nombre d'exigences en fait légales, on a un devoir de compétences, un devoir d'information, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc vous n'êtes pas dans une simple relation de consommation. Donc si vous pouvez consulter un avocat, ça c'est tant mieux, mais si vous ne pouvez pas, il y a
énormément d'associations qui sont sérieuses et qui connaissent ces procédures. Donc, regardez proche de chez vous et essayez vraiment de demander de l'aide en avance pour qu'en amont, on puisse rattraper des éventuels manques du dossier. Une autre question me vient à l'esprit, c'est de savoir, pour ces étudiants qui, lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour, sans comprendre pourquoi, se voient attribuer un OQTF. Voilà. Qu'est-ce qui justifie le fait de ce fait-là que la préfecture puisse exiger à l'étudiant de sortir du territoire? Alors, l'obligation de quitter le territoire, c'est une décision qui accompagne en refus de titre de séjour. Donc, au moins en refus de renouvellement. Oui. À partir du moment où vous avez demandé le renouvellement de votre titre de séjour, que cette demande de renouvellement a été refusée, il est normal, donc il est prévu par la loi, que la préfecture vous oblige de quitter les territoires, puisqu'il s'avère que vous n'avez plus de titre de séjour. Donc à ce moment-là, il faut que vous quittez la France. Autrement, vous êtes là en situation irrégulière. Alors, donc, je pense que la question à se poser, c'est pourquoi la demande de renouvellement est refusée. Pourquoi le titre de séjour en lui-même a été refusé. L'OQTF, c'est une conséquence, en fait. Ouais. Donc, pourquoi les titres sont refusés ? Parce que la préfecture estime que vous ne remplissez pas les conditions. Donc, parce que vous avez présenté une inscription dans une formation qui est distancielle, par exemple. Ça se discute aussi. Parce que vous avez finalisé un Master 2 et pour l'année prochaine, vous voulez faire un Master 1 parce que finalement, vous pensez que vous voulez avoir plus de bases, que le Master 2 n'a pas été assez solide, ne vous a pas apporté toutes les compétences dont vous avez besoin pour vous insérer dans le marché de travail, parce que peut-être que vous n'avez pas suffisamment justifié de vos revenus, parce que peut-être que vous n'avez pas validé votre année et que vous êtes en situation de redoublement, ou parce que vous faites une réorientation. Toutes ces choses affaiblissent un peu le dossier. C'est ne pas prohibitif, ça ne veut pas dire que la préfecture avait le droit de refuser, mais les refus les plus communs pour les étudiants étrangers sont souvent liés à ces raisons que je vous ai expliquées. Ok, mais est-ce que c'est possible de contester cette décision? Pareil, une décision de refus de séjour et OQTF, vous devez faire un recours devant le tribunal administratif de votre domicile dans un délai de 30 jours. Et la décision devant le tribunal donc, bloque l'éloignement. Vous ne pouvez pas être éloigné tant que le tribunal n'a pas décidé sur votre recours. Et ensuite, le tribunal va rendre sa décision. Le délai légal est de 3 mois, ça peut largement dépasser. Parfois, si c'est un renouvellement et que la personne elle a peut-être perdu son emploi ou qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour à son employeur, dans ce genre de situation, ça vaut peut-être la peine de faire aussi un référé, un recours en urgence. Donc ça, c'est aussi à réfléchir avec l'avocat. Et pour le coup, la personne étant en France, si elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut déposer une demande d'aide juridictionnelle. D'accord. Ouais, ça fait pas mal d'informations en quelques minutes. Super intéressant. Je pense que c'était super bien de t'avoir. Pour conclure, pour notre podcast, Fazolo Avocat, qu'est-ce que vous faites du coup concrètement? Les étudiants, ils nous écoutent, ils seraient bien super intéressés de savoir, ok, si je fais face à l'une de ces problématiques et que je décide potentiellement de me faire accompagner par un avocat, qu'est-ce qui pourrait le motiver à se dire pourquoi pas un avocat et pourquoi pas Fazolo Avocat? C'est difficile à vous dire. Moi, je pense que voilà, j'adore ce que je fais. Je le fais toujours, surtout parce que je veux que ça marche. Vraiment, mon métier, pour moi, c'est un choix. Mon domaine, c'est un choix. Je ne le subis pas. J'ai décidé d'être avocate en droit des étrangers parce que c'est ce que j'aime. Donc, je pense que déjà, je suis très attachée. Je veux que ce que je fais marche. Donc, je pense déjà que c'est un atout quand on dépose un dossier chez un avocat et qu'il ne veut pas seulement se faire payer, il veut que ce qu'il a fait ait un résultat positif. Donc voilà, après, encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument voir un avocat, qu'il faut absolument venir me voir moi. Je pense qu'on a beaucoup de confrères qui sont tout aussi compétents, des associations, des professionnels qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous orienter. Ouais. Peut-être là, tu tapes un chiffre, mais globalement, à peu près combien d'étudiants
t'as déjà accompagné? Oula, plein, mais vraiment, je pense que par les associations et mes posts LinkedIn, finalement, j'ai énormément de demandes. Je pense que je dois rencontrer à peu près 5 étudiants par semaine. Ah ouais. Parfois, pas forcément en consultation, parfois ils m'appellent ou m'écrivent, mais je pense à peu près ça. Ouais. Et j'imagine, à chaque fois que tu accompagnes ces étudiants et que par la suite, ils se voient rétablir leurs droits ou bien obtenir leur titre de séjour, obtenir leur visa, ça doit être super gratifiant. Ah oui, je suis pas magicienne, hein, mais c'est vrai que quand ça marche, c'est hyper agréable. D'accord. Une dernière question. Quel conseil, du coup, donnerais-tu, pas forcément en qualité d'avocate, mais en qualité d'ancienne étudiante étrangère en France, quel conseil donnerais-tu? Le conseil le plus pertinent, hein, voilà, le conseil que tu estimes être le plus valorisant, le plus capital, quel conseil donnerais-tu à un étudiant étranger qui est en France? Alors, vous savez, un étudiant français, il peut très bien redoubler. Il peut peut-être faire une année de césure, il peut peut-être faire un Master 2 et après un Master 1. Et s'il veut être embauché après, il suffit qu'il présente sa pièce d'identité. Donc, son employeur n'a qu'à le prendre s'il le souhaite. Donc, un étudiant étranger n'a pas ces privilèges-là. Donc, je pense malheureusement qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut savoir que vous venez en France, dans un autre pays, un pays qui a... Voilà, vous venez jouer un jeu. Et à la fin de ce jeu, vous voulez votre réussite professionnelle. Mais il y a des règles auxquelles il faut s'adapter. Donc, malheureusement, je dirais, un étudiant étranger, très souvent, il doit travailler plus que les autres. Il n'a pas trop droit à l'erreur. Il faut qu'il valide toutes ses années. Il faut que l'année d'après soit cohérente avec l'année d'avant. Il faut qu'il justifie tout le temps de ses revenus, et donc souvent par des jobs étudiants. Et en même temps, il faut qu'il réussisse ses études. Donc, je sais que ça fait beaucoup, mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, en fait, ces difficultés ou ces particularités quand on est étudiant étranger. Et il faut s'adapter et il faut travailler dur, je dirais. C'est vrai que malheureusement, très souvent, plus que les autres, pour que le parcours soit à la fin réussi. Et chez Studeli, nous sommes là pour les offrir ces meilleures conditions de réussite. Merci Indiara. Merci à vous. Et merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Pour un nouvel épisode du podcast Osta Réussite. Merci. Ouais.